Expert en marketing digital, informaticien de formation, le Sénégalais Amadou Pouye est l'invité d'e-tech ce dimanche 13 février. Au micro d'Ousmane Gueye, ce grand connaisseur des TIC va aborder la gestion des données à l'heure du numérique. Sommes-nous vraiment manipulés sur Internet? Quel danger pour la démocratie? Quelle utilité de nos données? Les gouvernants en comprennent-ils les enjeux? Des éléments de réponse dimanche après les éditions de 7h et 12h sur e-radio e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce 13 février 2022, ce dimanche, un expert du marketing digital. Bonjour Amadou Pouye. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de nous rendre visite au lendemain de la victoire historique des Lions du Sénégal qui pour la première fois remportent la CAN et vous en revenez avec une voix cassée. Ouais, peut-être qu'on a un peu trop crié, peut-être qu'on a un peu trop célébré. Mais effectivement, c'est dans cette joie, cette bonne humeur et ce sentiment de fierté que nous partageons tous en tant que Sénégalais, que je viens ici partager ce moment avec vous, Ousmane. Et ça fait quoi d'ailleurs d'avoir la coupe et après? Oui, la coupe, mais bien au-delà de la coupe, c'est un symbolique. C'est un symbolique très puissant parce que c'était un objectif. C'était un objectif commun qu'on avait, un but commun qu'on avait et qu'on a tous atteint. Bien au-delà de la coupe. Bien au-delà de la coupe, il y a les retombées économiques, il y a les retombées touristiques. C'est le Sénégal qui gagne. Bien au-delà de la coupe aussi, ce sont des ondes positives et puis aussi c'est cette union sacrée qui, il faut le dire, saisir cette opportunité pour refaire beaucoup de choses. Et quel est d'ailleurs le regard maintenant plus spécifiquement du spécialiste en marketing digital? Parce que bien entendu des milliards de données ont été certainement lâchés avec ces infographies, avec ces messages pour les lions. Le regard du marketeur que vous êtes? Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que déjà, en Afrique, en général, nous avons rarement cette culture de la collecte des données massives, de leur exploitation et de leur analyse. La raison est simple, c'est que nous ignorons, pour beaucoup d'entre nous, nous ignorons en fait toute la portée. Le Sénégal se réjouit et nous nous en réjouissons tous du fait que il y a du pétrole. Le pétrole est apparu sur le sol sénégalais, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'or 2.0, les données massives. Beaucoup d'entre nous ignorent effectivement en fait tout ce que ça pourrait nous apporter et tout ce que ça pourrait nous amener, ces données massives. Il y a d'abord la collecte de ces données, leur exploitation, leur analyse, qui vont produire ce qu'on appelle des informations prévisionnelles. Ces informations prédictives sont des informations de choix parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous avez de l'information, vous avez le pouvoir. En marketing digital, plus spécifiquement, quand vous avez une information par rapport à une cible, vous saurez comment influencer positivement cette cible pour l'amener à adopter une habitude de consommation par rapport à un produit ou un service. D'ailleurs, on reviendra un peu sur le match, sous l'angle marketing, c'est toujours important. Mais justement, parlant d'influence sur Internet, on l'a vu un peu, les accusations d'influence contre Facebook et globalement les plateformes digitales du net lors d'une présidentielle en Amérique qui a vu la défaite de Hillary Clinton. Très rapidement, par exemple, si on se connecte, on a l'habitude de regarder un certain nombre de contenus. Une fois qu'on récidive positivement, on a toujours une publicité adaptée. Ça se passe comment? C'est quoi la stratégie derrière? Alors, il y a ce qu'on appelle les dark patterns. Il n'y a pas que les dark patterns, c'est tout un ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Internet et les réseaux sociaux surtout fonctionnent d'une manière bien spécifique. Ils attirent notre attention, ils vivent de notre attention. C'est cette attention, la nôtre, qu'ils attirent, qu'ils captivent, qu'ils revendent en publicité, qu'ils transforment. Et c'est par aussi cette porte de notre attention qu'ils entrent et qu'ils arrivent, pour certains d'entre nous, il faut le dire, à influencer notre manière de penser, notre manière d'agir et même changer nos habitudes. Ok? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les méthodes connues d'influence de comportement humain qui sont ici couplées à tout ce qui est outil digital. Quand vous collectez une certaine quantité de données sur une masse cible et que vous en faites une exploitation adéquate et l'analyse qu'il faut,
il en sort des traits de comportement, il en sort des lois de comportement. Et c'est à partir de ces lois de comportement-là que vous pouvez mettre en place des modèles de manipulation. Vous voyez un peu? Et donc effectivement, ce qui s'est passé avec... ça s'est passé comme... C'est l'exemple de... Pardon. C'est la voix. L'exemple, je l'avais un peu cassé. L'exemple de Trump aux États-Unis n'est pas un cas d'école, n'est pas une exception. Je peux donner l'exemple aussi de présidentielles qui se sont passées dans d'autres pays, comme Trinité au Tobago, où il y avait un président noir et il y avait un candidat noir et un candidat indien, je pense. Et l'un d'entre eux a fait appel justement à un cabinet qui s'appelle Cambridge Analytica. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de business-là, il y a les réseaux sociaux. Le même cabinet d'ailleurs, c'était dans l'élection américaine. Bah oui, c'est le même cabinet et c'est un des cabinets connus. Lequel cabinet est censé être fermé, soi-disant. Mais pour être franc, ces types de business continuent toujours. Alors, il y a 3 parties prenantes dans ces affaires-là. Allez-y. Il y a d'abord les réseaux sociaux qui collectent les données, ok? Alors, ce qu'il faut savoir sur le plan légal, les données personnelles, c'est illégal de les vendre, d'accord? Mais les données massives, c'est le grand package le big data, comme on l'appelle. Les big data, comme on l'appelle. Mais le grand package des données, ce que Ousmane a aimé, ce que Amadou a aimé, ce que Fatou, Aminata a aimé, les photos de celui-ci, celui-là, les commentaires, tous. Le grand package, de le vendre, c'est dans la grande légalité. Oui, d'ailleurs, sur Facebook, c'est écrit, hein, même si, bien entendu, le fameux rappel, c'est que on ne lit pas parce que les conditions d'utilisation, elles sont longues. C'est des pages massives, là aussi. Oui, c'est toujours massif et puis c'est toujours nébuleux. Mais c'est fait exprès, donc. À souhait, évidemment. Parce que ils vivent de ça, il faut le dire. Donc, il y a d'abord les réseaux sociaux qui collectent les données. Il y a aussi d'autres entreprises comme Axiom, que je peux citer, qui se contentent juste d'acheter ces données-là et de les revendre, de les traiter et de les revendre à des cabinets comme Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, eux, ils ont l'expertise et les compétences pour analyser ces données et en sortir des informations prédictives, des lois de comportement de masse. C'est à partir de ces lois de comportement de masse qu'on établit en fait des modèles de manipulation de masse. Et pour le coup, ça marche. Nous avions d'ailleurs reçu à ce sujet l'avocat français Adrien Badvan, qui avait publié L'Empire des données il y a quelque temps, où il pointait effectivement ces enjeux. Mais très rapidement, Amadou Pouy, au Sénégal, bien entendu, ces données existent. Je n'oublie pas la CAN, on y reviendra tout à l'heure. Ces données existent, mais on a l'impression que nos autorités ne sont pas au courant. Dernièrement, nous avions reçu le professeur Abdoulaye Cissé, expert du numérique, qui nous disait effectivement que Google connaît par exemple les Sénégalais mieux que nos gouvernants. Est-ce que ce n'est pas dangereux qu'on n'en connaisse pas beaucoup, du moins manifestement? Mais Ousmane, l'objet de la publication que j'avais faite en juillet 2020, que j'avais titré de la souveraineté de mon pays, c'était justement pour alerter l'intelligentsia sénégalaise sur le fait que si jamais nous ne prenons pas en compte nos données massives et si jamais nous ne sommes pas conscients des enjeux liés au big data, notre souveraineté serait tôt ou tard en danger. Moi, je pense que déjà, il y a un problème de sensibilisation et de manière beaucoup plus générale. À l'endroit de qui? De tout le monde? Des autorités. De l'État. La raison est simple. C'est parce que je pense que si jamais au plus haut point on était conscient de tout ce qui est lié au big data, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de volonté politique dans ce sens. Encore une fois, je vous donne un exemple simple. Les gens parlent du pétrole qui est apparu ici. Et pourtant, il y a un réseau social sénégalais. Imaginez aujourd'hui si jamais ce réseau social arrivait à héberger la totalité des données africaines. En termes de poids stratégique, qu'est-ce que le Sénégal, bien après cette coupe? La localisation des données en Afrique, au Sénégal. Imaginez toute la localisation des données africaines hébergées ici au Sénégal. Mais les autorités vous répondront que les data centers vont s'en charger? Les data centers d'ici vont s'en charger. Mais ici, ce serait aussi un poids stratégique de taille pour nous que d'héberger toutes ces données, avec tout ce qu'on pourrait en faire. Et en fait, la question et l'enjeu, c'est de faire comprendre aux autorités, aux décideurs, et d'abord à l'intelligentsia qui pourrait peut-être influencer les décideurs,
tous les enjeux liés à ce qu'on appelle cette OR 2.0, les données massives. Dans le monde actuel, on dit que celui qui a le pouvoir, celui qui a l'information, il a le pouvoir. Avant les données massives, l'information, on la trouve. Mais maintenant, on la crée. C'est une information pas d'aujourd'hui, pas d'hier, mais c'est une information du futur. Ce qu'on appelle les informations prédictives, ce sont les informations qui, c'est une manière de savoir un peu comment. Je vous donne un exemple. Google, des années auparavant, a pu prédire, Google Trends précisément, a pu prédire en fait une épidémie de grippe aux États-Unis. Bien avant l'institut qui était aux États-Unis, qui est censé s'occuper de ça. La raison simple, c'est à cause des recherches. Et vous voyez, en fait, on a une qualité d'information du futur sur les informations, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. On anticipe, en fait, il y a une démarche, un esprit anticipatif. Imaginez, par exemple, aujourd'hui, si vous savez que dans 2-3 mois, le cours du pétrole va descendre de 2% ou de 20%. C'est une information de taille. Et qu'est-ce que vous pourriez en faire? Imaginez si aujourd'hui vous saviez que dans 10 ans, l'arachide serait prisé. Il est clair que vos politiques iraient dans ce sens-là. Et imaginez de manière beaucoup plus simple, l'État, je pense, par rapport à même ces données dont elle possède, l'État, elle pourrait les exploiter, les analyser sur le plan de la santé, sur le plan de l'assainissement, sur le plan de l'éducation aussi, pour avoir des informations prédictives et savoir quelle politique mettre en marche pour être en avant par rapport au pays. Oui, mais en même temps, Amadou Pouy, je ne vous apprends rien. En même temps, les statistiques restent le gros souci en Afrique, particulièrement au Sénégal, où je le dis souvent, et je parle bien sûr sous le contrôle de ceux qui nous écoutent, où on est dans un pays où disposer de l'information officielle, c'est très difficile. Vous appelez des ministres qui ne vous répondent pas, vous rendez en ligne, vous n'avez pas des informations actualisées, des sites internet complètement, disons, déphasé par rapport à l'actualité, par rapport à la réalité. Est-ce que on doit décider de se réveiller une bonne fois pour toutes aujourd'hui, côté données, ou bien on va poursuivre un peu, disons, le sommeil, l'endormissement? Il est vrai que le formalisme lié aux données, la NSD est en train de faire un certain travail, il faut le dire, mais c'est en cours ce formalisme. Mais souvent tensé par ses tutelles ou sa tutelle. On se rappelle un peu cette enquête sur la pauvreté au Sénégal. Oui, effectivement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est nécessaire pour avoir ces informations prédictives-là et pour avoir aussi une visibilité sur l'état actuel des choses et dans quel sens nous irons. Il est important d'avoir les données réelles du pays. C'est une chose. Et il faut aussi, de mon point de vue, avoir cette culture de leur exploitation, de leur analyse et influencer de manière précise les prises de décision. L'expert en marketing digital sénégalais Amadou Pouy est notre invité ce dimanche sur e-radio et bien entendu avec lui nous faisons le tour de la question liée au marketing digital et comme je n'oublie presque jamais mes promesses, tout à l'heure on parlait de la CAN et de ce trophée historique pour le Sénégal, ces milliards de données massives, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'elles pourraient nous renseigner sur la marche et les attentes de notre société? Effectivement, encore une fois, toutes ces données-là, c'est une mine, entre guillemets, c'est une mine d'or, il faut le dire. Mais je le dirai jamais assez, je pense qu'il faut absolument que nous développions cette culture de la collecte de ces données, de l'exploitation, de mettre en place les compétences et tout ce qu'il faut pour la collecte de ces données, leur exploitation, leurs analyses. Et en fait, effectivement, je pense qu'il va en ressortir des informations et des informations prédictives de taille. Les réseaux sociaux au Sénégal ou en Afrique globalement, on voit que c'est une tendance de plus en plus qui monte pour se proposer certainement une alternative face aux géants occidentaux du net. On a compris très vite en vous reprenant tout à l'heure que l'un des enjeux, bien entendu, il est lié à la souveraineté numérique et derrière les enjeux économiques. On est dans un monde aussi d'intelligence économique, comme on dit.
Mais est-ce que ça prend, est-ce que la mayonnaise prend pour quelqu'un qui met en place au Sénégal, comme vous, je l'ai dit en introduction, un réseau social? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, pour vous dire la vérité, un réseau social, c'est une digitalisation de ce qui se passe, de nos méthodes, de nos moyens, de nos méthodes, de nos habitudes de socialisation. Pour vous donner un exemple simple, Clubhouse, qui est apparu à un moment donné, qui a même fait un boom durant le confinement mondial. Mais apparemment, c'est retombé. Voilà, la raison est simple, c'est que Clubhouse a repris une socialisation très simple. En Europe, c'est pour ceux qui l'ont fait, il y a ce qu'on appelle des clubs. Et dans les clubs, comment fonctionne un club? Club, c'est un bar où les gens ne vont pas forcément pour boire de l'alcool, prendre un verre ou prendre un café. Et dans les clubs, en fait, il y a des habitués. Ok? Quand un inconnu vient dans un club, il reste dressé inconnu. Mais il est bien dans un club quand tu viens de te faire présenter par quelqu'un. Je dis, ouais, c'est le pote à Ousmane. On est introduit par quelqu'un. On est introduit par quelqu'un. Clubhouse n'a fait que digitaliser, en fait, cette méthode-là de socialisation. Ok? Nous, pour les autres réseaux sociaux, c'est après la même chose. L'histoire de Facebook, on la connaît. C'est un peu... d'habitude, avant, c'était un cahier de classe digitalisé. Tout à fait. Ouais. Au campus. Au campus. Ensuite, ça a évolué. On a vu que c'est extensible au reste du monde. Et ça a bien réussi. Ok? Donc, cette méthode de socialisation, on prend des méthodes de socialisation humaines existantes qu'on digitalise. Ici, en réalité, l'enjeu en Afrique, le besoin reste le même. Mais beaucoup de réseaux sociaux, en fait, ne font que copier ou reprendre des fonctionnalités des autres réseaux sociaux. C'est pour cela qu'ils peinent un peu à décoller. Je prends l'exemple de Pneu que je connais. Nous, on s'est basé, on a fait des recherches. On a vu qu'en fait, nous sommes beaucoup plus parlés qu'écrits. La raison pour laquelle le design a été repensé et refait, la raison pour laquelle tout a été repensé et refait, c'est que en vrai, on s'est rendu compte que l'Africain est beaucoup plus parlé. Ça va même jusqu'en Asie. On est beaucoup plus parlé qu'écrit. Le parler est beaucoup plus spontané. Ça rappelle l'Enali, le réseau social malien qui utilise par exemple des vocaux parce qu'on part du constat que la majorité de la population n'est pas lettrée. Effectivement. Et dans le cas spécifique de l'Enali, si je ne me trompe pas, c'était surtout fait, l'Enali était surtout fait, le réseau était surtout fait pour ceux qui vendent, vous voyez, et leur donner des moyens de propulser, de se parler et de proposer leurs produits à leurs clients. Ici, c'est pour en revenir sur le parle de Epena. J'en profite d'ailleurs pour remercier le président sénégalais que j'ai rencontré et qui nous a félicité et par la suite, qui nous a permis par la suite d'avoir un accompagnement et de pouvoir faire une refonte de Epena qui, à sa sortie, pourra concurrencer, il faut le dire, les autres réseaux sociaux en Afrique et dans le reste du monde. C'est que nous avons proposé un réseau social avec une identité nouvelle. Oui, mais comment y arriver? Parce que parfois, on peut proposer un très bon contenu qui soit objectivement le meilleur si on veut à l'échelle de la planète, mais après ne pas avoir l'engouement attendu auprès des populations. Votre question cruciale est très pertinente, Ousmane. Il y a ce qu'on appelle des méthodes de traction, faire en sorte que les gens viennent sur la plateforme, et des méthodes de rétention aussi. Et c'est aussi des compétences qu'il faille avoir. Beaucoup en fait lancent des réseaux sociaux. C'est une chose que d'avoir un réseau social. Il faut aussi qu'ils proposent des expériences nouvelles. Si le réseau social, si quelqu'un lance un YouTube sénégalais ou un Netflix sénégalais, il y a de peu de chances que cela marche. La raison est simple, c'est que YouTube existe déjà. Il n'y a pas de grande chance que les gens quittent YouTube qui existe pour aller juste chez un... Pour de petits YouTube. Pas juste un petit YouTube, on va pas dire un petit YouTube, mais pour un YouTube sénégalais. Ou en tout cas quitter Oui, mais je parlais en termes de moyens. Moyens, il faut dire la vie. Voilà. En termes de moyens pour un YouTube. Effectivement. Il faut proposer une chose nouvelle. Déjà, c'est la première chose. Une plus-value. Une expérience nouvelle. Quelque chose qui ne se trouve pas dans les autres réseaux sociaux. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut travailler à ce qu'on appelle de l'attraction. Faire en sorte que les gens viennent en masse. Pas petit en petit, mais qu'ils viennent ensemble. Parce que la plus-value aussi, c'est que les gens se retrouvent, qu'il y ait de l'interaction. Donc, il faut que les gens se retrouvent sur le réseau social en traction. Et en traction de masse. Cette traction de masse n'est pas évidente. Ça demande des moyens. On est confronté à cela. Une fois qu'on a cette traction de masse aussi, le jeu, c'est pas fini. Il faut
avoir aussi arriver à faire ce qu'on appelle de la rétention. C'est-à-dire faire en sorte que cette traction, cette masse que les gens restent? Oui, qu'ils soient liés dans ce réseau social et qu'ils restent. Qu'ils soient amis, qu'ils se like entre eux, qu'ils se commentent entre eux et qu'ils restent. Ainsi donc, on pourra avoir de l'attraction des gens qui rentrent et de la rétention des gens qui restent. Ainsi, on pourra monter en charge petit à petit jusqu'à atteindre le million, le centaine de millions, peut-être même le milliard d'utilisateurs. Vous avez parlé de moyens tout à l'heure. Décidément, tout se résume aux moyens parce que c'est important. Aujourd'hui, par exemple, les géants occidentaux du net mettent en tout cas, disons, déboursent beaucoup de milliards pour le développement de leur plateforme, pour recruter des équipes, ou jusqu'à recruter d'ailleurs des spécialistes du storytelling, comme on dit, l'art de raconter des histoires. Et derrière, il y a des algorithmes aussi qui marchent. Est-ce que vous avez pensé à cela, à influencer positivement, recruter, faire venir des utilisateurs à travers les algorithmes? Je pense qu'on ne peut pas avoir. Mais est-ce que vous en avez? Est-ce que vous y pensez? C'est ça ma question. Oui, j'y réponds et je pense qu'absolument, on ne peut pas se permettre d'avoir un réseau social sans pour autant avoir un algorithme. Facebook en a, Instagram en a, effectivement. Il y a un algorithme qui traite et qui travaille sur la rétention de ceux qui sont dessus et pour qu'ils en restent aussi. Il y a aussi ce qu'on appelle un parcours utilisateur qui fait en sorte que celui qui rentre soit en boucle et qu'il reste et qu'il ne s'ennuie pas entre guillemets. Avant la pause, une dernière question, Amadou Pouy. À l'échelle africaine, quels sont les réseaux sociaux qui marchent? À l'échelle africaine, par-ci, par-là, au Nigeria. C'est le marché aussi, le Nigeria, c'est géant d'Afrique. Oui, au Nigeria, c'est un géant d'Afrique. Au Nigeria, il y a des réseaux en Afrique du Sud. Mais encore une fois, ils peinent un peu à monter et à conquérir l'Afrique. La raison est simple, une fois de plus, c'est que, pour dire la vérité, ils ne proposent pas d'expérience nouvelle. Et c'est vraiment le challenge, je pense, le réseau social sénégalais. Et c'est tout son potentiel par rapport à l'Afrique et par rapport au reste du monde. Donc le défi reste le contenu, c'est cela? Le défi reste de proposer des expériences, non pas des contenus, mais des expériences nouvelles. Ce sont les utilisateurs qui vont réaliser les contenus. Mais il faut proposer des fonctionnalités nouvelles et des expériences nouvelles de socialisation. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme fonctionnalité nouvelle à côté de celles qui existent déjà? Excellente question. Upne propose par exemple des commentaires audio. Il n'y a pas encore d'ici jusque-là des réseaux sociaux qui le proposent. Upne propose, et par rapport aux commentaires audio, c'était une demande. Hein. Et il y a beaucoup de Sénégalais sur d'autres réseaux sociaux qui demandaient cela. Et c'était pas qu'au Sénégal, hein. C'était dans le monde entier, beaucoup demandaient ça. Upne propose aussi des posts audio. Twitter a proposé des tweets audio. Mais ça n'a pas marché. La raison est simple, c'est que à la base, les gens, la raison pour laquelle ils vont sur Twitter, c'était pas pour faire de l'audio, c'était pour de l'écrit. Et psychologiquement, ils s'étaient préparés à ça. Ici, de l'écrit court en plus. À traiter des sujets sur de l'écrit court. Ça c'est un peu perturbant de trouver des notes vocales sur Twitter. Donc ça n'a pas trop marché. Pour dire vrai. Upne propose dès le début, Upne propose la possibilité de faire des podcasts très courts, de 3 à 4 minutes. Amadou Pouy, expert en marketing digital sénégalais, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Une pause de 25 minutes, le temps de laisser passer les dernières infos de ce 13 février 2022. Et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. Expert en marketing digital, le Sénégalais Amadou Pouy est notre invité ce dimanche sur iRadio et nous l'en remercions non seulement pour avoir répondu à notre invitation ce dimanche 13 février 2022, mais surtout pour sa présence et sa disponibilité parce que pour les connaisseurs et les habitués de nos ondes, Amadou intervient
régulièrement pour éclairer l'actualité de son œil de marketeur. Je précise aussi pour nos auditeurs que vous êtes diplômé en maths info, comme on dit très vite à l'université, en mathématiques et en informatique de l'université de Caen, Basse-Normandie en France, un poste en France dans une agence d'intérim avant de créer votre propre start-up corp spécialisée dans le marketing digital à l'origine d'un réseau social que vous avez mis en ligne pour le compte du Sénégal. Parlant de Normandie, on n'avait même pas besoin d'ajouter en France pour les passionnés du sengorisme de Senghor, bien entendu avec son passé hexagonal. Nous revenons tout de même sur le big data, si on veut franciser, ou le big data en anglais. Aujourd'hui, on en a largement parlé en début d'émission pour ce numéro du 13 février 2022 sur iRadio. On doit s'y prendre comment pour avoir une très bonne stratégie big data? Alors, d'abord, ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est il faut absolument que le Sénégal soit conscient, encore une fois, de tout l'enjeu que peut représenter des données massives. D'accord. Beaucoup, en fait, utilisent, on parle de big data, mais en vrai, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait servir. Ok. Je vous donne un exemple simple. À un moment donné, il est apparu une application proposée par Facebook où les gens avaient la possibilité, en se prenant en photo, de faire une simulation de leur visage quand ils étaient plus jeunes et une simulation de leur visage quand ils vont être un peu plus vieux. Vous voyez, souvent c'est horrible, hein. Pour certains c'était horrible. Et donc effectivement c'était assez amusant. Dans les conditions d'utilisation, par contre, c'était carrément spécifié que les visages étaient conservés. Vous voyez, ces données qui sont collectées déjà de base sans aucune exploitation, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, à travers les agences que j'ai citées, ont la possibilité de les vendre à des agences de sécurité qui vont pouvoir mettre des visages sur des noms quand même, parce qu'on va savoir que sur le téléphone de Amadou Pouy, il y a un visage qui est lié. Ok, par rapport à toutes les données de Amadou Pouy qu'on a, on a enfin un visage dessus. C'est une information de taille. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour la sécurité. Au-delà de cela, ceux qui travaillent dans l'analyse et l'exploitation de données, il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir faire sur les visages d'êtres humains. Plein de données qu'ils vont pouvoir avoir. Toutes les entreprises qui travaillent sur cela. Vous voyez? Donc, la collecte de données, chacun dans son domaine. Et c'est un métier, hein, il faut le préciser. C'est un métier. Il y a ce qu'on appelle les data analytics. Le travail, c'est l'analyse. Les analystes de données. Les analystes de données. Et le travail, c'est les analyses, d'analyser les données et de faire en sorte qu'il en ressorte des lois prévisionnelles, en fait, des lois de comportement ou des informations. Comme avec les sondages, quoi, on triangule, on fait ressortir, disons, des interprétations qui aident un peu, c'est ça? Un peu comme les sondages, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Après, il y a des informations bizarroïdes qui peuvent sortir comme du genre, si jamais vous faites une publication le jeudi avec la couleur bleue, la publication va être virale, vous voyez. Il y a des fois où, en fait, il y a des lois de comportement bizarres. Inattendues, qui sortent. Et si jamais vous avez ces informations-là, ce sont des informations de taille. Il y a une fois, en fait, une étude a été faite et les gens se sont rendus compte que les vaches, ça peut être simple, ces informations, mais elles sont de taille. Les vaches, quand les vaches, en fait, sont en période de Pas de vaches maigres. Pas de vaches maigres. Quand elles sont de période de... comment dire ça? Peut-être sont pas... Le peul que je suis devrait vous aider. Oui, normalement. De fécondation. Quand, en fait, elles marchent beaucoup plus lentement. Ça, ce sont les données. Ce sont les données qui sont collectées, analysées, qui nous ont permis de savoir ça. Comme quoi, on peut donc les utiliser dans tous les secteurs, y compris les moins soupçonnés en quelque sorte. C'est dans tous les domaines. Donc, je pense qu'il y a réellement, en fait, ce travail-là d'acculturation de la collecte de ces données-là. De popularisation.
de la collecte de ces... De banalisation à la limite. Oui, il faut vraiment faire en sorte que les gens s'approprient en fait cette méthode-là de la collecte de ces données, de leur analyse et d'en faire ressortir de ces données et de pouvoir en fait profiter de ces données-là 1, 2, 3 fois. Mais imaginez dans le domaine de l'éducation, c'est vraiment dommage, dans le domaine de l'éducation, et nous en avons besoin dans le domaine de la santé. Toutes ces données que l'État collecte. Tant plus qu'il y a beaucoup de grèves ces jours-ci et le gouvernement est attendu d'ailleurs sur des solutions, même si le ministère de l'Éducation invoque la perspective de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Oui, beaucoup de choses sont invoquées, mais il faut savoir que c'est la méthode qui est ici interrogée en termes de solutions. Et ce sont, même si les personnes et les méthodes risquent de changer, les personnes changent, et les méthodes pourraient demeurer. Les données restent. Et les données restent. Et ces données-là, il faut les exploiter. Il faut avoir la culture, je pense, cette culture de les exploiter. En les analysant, d'en faire sortir de nouvelles données. Des nouvelles données qui vont nous pouvoir nous orienter sur quelle prise de décision il faut faire. Popularisation et banalisation s'imposent dans ce domaine, selon bien entendu les observateurs Amadou Pouy, parce que pour le moment, on a l'impression que ces données sont entre les mains de génies soit inaccessibles, soit décrits comme fous, et donc déphasé et décalé complètement du réel. Est-ce que on ne devrait pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, arriver un jour à ouvrir un peu ce monde, à ce que l'on sache que c'est très important, et c'est important pour tout le monde, y compris les populations du dernier kilomètre, comme on dit, du last mile? Je vous donne un exemple. C'est pas un exemple, je le cite juste en exemple dans ce cas précis parce qu'il a compris. Le président français, en une phrase simple, il a dit... Lequel? Emmanuel Macron a décrit de manière très précise, en une seule phrase, sa vision du digital. Avec un plan d'ailleurs, je me souviens, France 2030, quelque chose comme ça. Oui, mais il a tout résumé, il a su tout résumer en une seule phrase, une phrase simple. Je veux que le prochain Facebook, le prochain Zuckerberg soit français. C'est une phrase qui dit tout. Parce que quand on a un champion qui pèse quelque chose comme Facebook aujourd'hui, en termes de géopolitique, a un poids bien supérieur à certains États. Vous vous imaginez imaginez qu'il y ait une solution qui sorte de France et qui est la même. Facebook est un État, c'est plus qu'un État, c'est un empire. C'est devenu un empire. Et effectivement, ce qu'il faut savoir réellement, c'est que, en fait, plus vous collectez de données, plus vous devenez puissant. C'est ça, en fait. Parce que on en revient au contrôle, à la possession de l'information. Mais oui, parce que plus vous collectez de données, plus vous collectez de données sur une masse cible, en vrai, plus vous allez pouvoir, en fait, exploiter ces données-là, les analyser et sortir des lois de comportement de cette masse cible. Et c'est d'autant plus redoutable d'ailleurs dans un secteur comme la santé. Mais oui, c'est dans tous les secteurs parce que vu que vous sortez des lois de comportement de masse, vous allez pouvoir savoir comment influencer cette masse-là. Et anticiper. Et anticiper. Ou même inculquer des habitudes de consommation, des habitudes de vie à une. On crée les habitudes, on les impose. On les impose, on les crée. On influence les votes. On influence des votes, on influence à adopter un produit. Même si ce n'est pas toujours bien, c'est important qu'on le marque aussi. C'est pas toujours bien, il faut le dire, mais c'est une réalité. Et je pense pour l'État, il est important de recadrer tout ça. Et dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, je pense qu'il est important pour l'État d'en faire bon usage. Mais pour un État qui s'appelle le Sénégal, est-ce que sa première priorité ne devrait pas être d'abord sa stratégie identité digitale, son identité digitale, on tarde encore à la mettre en place, à la maîtriser, disons. Oui, c'est un début, mais je vous donne l'exemple de Singapour. Le Singapour d'il y a 10 ans et le Singapour d'aujourd'hui. Singapour fait un peu moins de 7 millions d'habitants aujourd'hui. Et en moins de 10 années, il y a 432 millions d'euros qui ont été injectés
à Singapour, il faut le dire. Et pour ne rien vous cacher, c'est devenu un hub digital mondial. Je pense qu'il y a ici des choses à apprendre. Nous comptons 17 millions d'habitants. Il y a un flux, chaque année, il y a un flux d'IT, de développeurs qui quittent le Sénégal pour aller en France, pour aller un peu partout dans le monde. Et vous en savez quelque chose? J'en sais quelque chose. Et donc, ce qu'il faut savoir... Et donc, on fait quoi avec ces brillants esprits? Parce que on n'est plus peut-être sur le concept de fuite des cerveaux. On peut rester à Dakar et peut-être travailler pour d'autres États à partir du Sénégal. Mais je pense qu'il y a un problème. Un problème de... Enfin, on manque de vision adoptée. Il y a la vision du président de la République, Macky Sall, la vision numérique... Elle est décalée. 2025. Je dirais pas qu'elle est décalée, mais il faut qu'il y ait une vision beaucoup plus adoptée et beaucoup plus facilement adoptive et qui rentre dans une globalisation numérique aussi. Il le faut. Et je pense qu'il faut une vision aussi qui embrasse, qui emporte, qui positionne le Sénégal par rapport au reste du monde. Il y a réellement un positionnement à faire. Beaucoup parlent du digital comme un levier de développement. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que je suis pour mon point de vue. Ma pensée, c'est que le Sénégal, le numérique pourrait être pour le Sénégal une rampe de lancement pour l'émergence à laquelle nous aspirons. Mais c'est expliqué comme ça dans le plan Sénégal émergent. C'est expliqué comme ça. En tous les cas, dans le plan que je connais le plus, disons, je reviens à mon secteur, dans la stratégie Sénégal numérique 2025. Oui, c'est expliqué ainsi, mais... Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est suivi de concret, d'action, c'est ça? Oui, mais vous avez une vision... On la traduit. Avant la stratégie, il faut d'abord une vision. C'est cette vision qui est traduite en une stratégie. Et cette stratégie est traduite ensuite par une volonté politique. Un acte. Par des actes, volonté politique. Ok ? Mais bien avant la stratégie, je pense que la première chose qu'il faut d'abord faire, c'est il faut faire un scanner de l'écosystème sénégalais, qui a un problème réel, un problème de visibilité. Les grands groupes qui sont présents ici au Sénégal. Écosystème, vous parlez de numérique? Écosystème numérique, et pour le coup ici. Et dans l'écosystème sénégalais, les gens ont un problème, les parties prenantes ont un problème de visibilité. Les startups ont des problèmes de visibilité sur ceux qui les accompagnent. Même avec une Startup Act? Même avec une Startup Act. Les startups ont des problèmes de visibilité sur ceux qui les accompagnent. Les accompagnants ont des problèmes de visibilité sur tous les... Il y a un travail qui est en train d'être fait par le ministère, je suis au courant, par le ministère de l'économie numérique. Les startups qui a commencé à recenser, travail de recensement des startups, mais les accompagnent. Et là, on en revient aux statistiques. On en revient toujours aux statistiques. On ne connaît pas le nombre de startups au Sénégal. On ne le connaît. C'est un travail qui est en cours, d'accord. Et aussi, les grands groupes ont un problème de visibilité aussi par rapport à tout ça. Vous voyez ? Donc, il y a tous ces gens, les ONG, toutes les parties prenantes ont un problème de visibilité par rapport au reste. Il y a du mauvais temps numérique. Il n'y a pas cette lumière, je dirais ça comme ça. Il n'y a pas cette lumière. Light, lumière. S'il y avait un peu plus de lumière dans l'écosystème et qu'on se voyait un peu plus, vous voyez, de nouvelles opportunités. La faute à quoi? Est-ce qu'il y a une faute? Je pense plutôt qu'il faut faire... Il y a des meets, des rencontres qui sont organisées par-ci, par-là. Il y a des hubs, il y a le D-Hub aussi de la DER. Il manque réellement, il faut le dire, de lumière et je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à créer dans cet écosystème-là. Soyez plus précis, qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de manque de lumière? Mais encore une fois, que ce soit les grands groupes, que ce soit ceux qui accompagnent les hubs, on ne se parle pas, on ne se coordonne pas, c'est ça? On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Mais c'est normal quand on ne maîtrise pas l'identité digitale? Même si on maîtrise... Plus globalement. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas lié les deux? C'est lié, c'est très lié. Mais je vous dis une chose. Mais avant même qu'on puisse avoir une vision de là où on va,
il faut absolument qu'on ait une visibilité sur là où on est, Ousmane. Donc, il faudrait d'abord faire un scanner de l'existant, ok? Une fois qu'on aurait, c'est mon point de vue, une fois qu'on aurait un scanner de l'existant, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait décider et dessiner que on voit l'écosystème sénégalais, on voit le positionnement du Sénégal dans 5 ans, dans 25 ans, là. Amadou Pouy, expert en marketing digital, nous fait le plaisir d'être notre invité ce dimanche sur e-radio. Très rapidement, il nous reste quelques 10 minutes. Je pense qu'on pourra balayer large sur le reste un peu du conducteur de cette émission. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la politique parce que nos nouveaux maires ne sont pas encore installés, donc c'est un très très bon prétexte. Aujourd'hui, comment on pourrait appliquer le big data ou le big data, si vous voulez, à la politique, à la chose électorale? On pourrait s'y prendre comment et avec quelle utilité? Alors, à la chose électorale, ici, il va falloir que vous précisiez votre question. Vous parlez du mécanisme de vote ou par exemple, en allant un peu à la conquête du suffrage des Sénégalais en ligne, comment on peut cibler ces acteurs? Comment on peut les rencontrer? Comment on peut les enrôler? Alors, par rapport à cela, et je vois que j'ai vu durant cette campagne municipale, j'ai vu que beaucoup départementales, il y a beaucoup de candidats qui étaient très actifs sur les réseaux sociaux. Beaucoup se sont juste limités à créer des pages et à les booster. Ça peut être efficace. Mais il faut dire que ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait une réelle stratégie derrière, une stratégie de traction et une stratégie de conversion aussi, de faire en sorte que la cible adopte en fait les valeurs. Il y a réellement en fait un travail de marketing à faire derrière. Pour ce qui est à l'échelle municipale, départementale, une collecte, analyse, utiliser faire apparaître des informations prévisionnelles, je pense qu'à cette échelle-là, ce serait assez difficile. Où sont les candidats d'ailleurs qui ont présenté leur stratégie digitale? Il y en a eu? J'ai vu un candidat. Je parle de stratégie digitale. Stratégie digitale pour les villes ou stratégie digitale pour eux-mêmes? Eux-mêmes. J'en ai rarement vu, hein, il faut dire la vérité. Est-ce qu'il y en a? Je pense qu'il y en a pas. Grosso modo, j'en ai pas. Je pense que j'ai rarement vu, je ne me suis pas souvenu de stratégie. Mais est-ce que ce n'est pas un problème, justement, qu'on est quand même des élus, non pas déconnectés, parce que pour être déconnecté, il faut être connecté. Qu'on ait des élus peut-être qui ne seraient pas suffisamment sensibilisés aux enjeux actuels. Ousmane, est-ce qu'on n'est pas tous fautifs, nous, les gens du digital? Est-ce que nous avons assez travaillé à ce que les gens, en fait, ne mystifient pas le digital? Quand on parle de numérique digital, il faut appeler les gens du digital. Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens s'approprient beaucoup plus ce langage, le savoir et le savoir-faire de tout ce qui est lié au digital. Amadou Pouy, notre invité ce dimanche sur e-radio. L'entrepreneuriat, on en parle, vous êtes entrepreneur, vous l'avez dit, avec dans le monde naturellement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la Startup Act pour l'entrepreneur que vous êtes, Startup Act, ça a de l'impact? Ça a de l'impact, il faut le dire. Ça a de l'impact. Pour vous, vous le sentez, cet impact? Sensible. Vous savez, une start-up, ça porte une idée et ça doit faire de l'argent, pour dire vrai, très vite. Ok? La Startup Act, c'est un pas. C'est un premier pas, il faut le dire. C'est un premier pas et c'est un premier pas prometteur. Mais je pense que surtout, la Startup Act... C'est un premier pas ou dernier pas? Parce que c'est important, les promesses de cette Startup Act, notamment en termes d'allègement fiscal pour les entrepreneurs, nos jeunes innovateurs dans le numérique. Premier acte ou dernier acte, dernier pas? J'allais en devenir. De mon point de vue, c'est un premier pas. Et j'espère surtout que c'est pas une fin en soi, qu'il va y avoir une dynamique qui va engendrer des pas en avant
pour qu'il y ait réellement de l'impact. Mais faites du résultat. Si l'État vous accompagne, après c'est à votre tour de faire du résultat. Oui, c'est à tout. Il ne faut pas toujours se prendre comme un éternel bébé non plus, qu'il faut porter éternellement. Il faut le savoir, oui, il faut faire du résultat, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains cas, pour certains business, le résultat ne peut pas être immédiat. Il faut le savoir. C'est pas un résultat de Instagram a pris 4 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Pour être d'abord le réseau social, le petit réseau social qui a émergé avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Facebook a pris à peu près le même nombre d'années avant d'être le réseau social très connu aux États-Unis et avant d'être le grand géant. Il y a effectivement des petits, des éléphantaux à qui il faut donner le temps de naître et faire le chemin. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus comme effort pour les entrepreneurs que vous êtes? Je pense qu'il faut, à mon avis, il y a une stratégie très simple qui pourrait être très impactante. Mettre en place le plus possible de early stage financement, en fait, des financements pour les early stage, c'est-à-dire des financements pour les porteurs d'idées, des startups qui commencent par rien, qui ont juste des gens qui ont juste des porteurs, qui ont juste des idées. Mais est-ce qu'on n'a pas une ivresse des financements au Sénégal, une saturation des financements? Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui font dans du financement, mais ils financent des startups qui ont déjà porté des idées et qui ont déjà commencé à attaquer leur marché. Mais c'est normal, ça dépend un peu du type de financement. Pour chaque type de financement, il y a un acteur dédié. C'est cela aussi le financement. Et je parle justement ici pour propulser et pour avoir plus de champions. Je pense qu'il faut de plus en plus financer ces porteurs d'idées-là. Je connais des jeunes qui sont très brillants et qui sont très ingénieux et qui sont très engagés sur les idées et qui pourraient dans le futur être de gros champions et amener quelque chose. Si on veut vraiment booster l'entrepreneuriat, c'est mon point de vue, il faut vraiment miser sur les porteurs d'idées et ne pas fataliser cette idée de perte. De mon point de vue, donner 20 à 30 financements de 5 millions à des entrepreneurs pour que dans ces 20 ans, qu'il y en ait un qui sort du lot, ce n'est pas une perte en soi. Mais ça aussi, c'est prévu. Le capital risque, il est là, il est prévu. Un fonds comme celui de Tidjane Dème, par exemple, intègre ce risque dès le départ. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais Tidjane Dème, je le connais, on a déjà échangé. Tidjane Dème, de ce que je sais et de notre dernier échange, il ne prendrait pas de risque? Non, il ne prend pas. Tidjane, il prend plutôt, je pense, les futures licornes, c'est-à-dire des gens qui ont un peu commencé à décoller et qui prennent des tickets de 100 000. Wave, par exemple? 500 000, ouais, Wave ou un peu, enfin, Wave un peu, Wave, pas forcément Wave, mais des fintech qui ont un peu décollé ou dans d'autres domaines, des gens qui ont un peu décollé et qui seraient peut-être prometteurs. Il y a aussi l'intérêt de décoller. Il ne prendrait pas en charge des malades promis à la mort. Façon de parler un peu, qu'on me pardonne pour cette liberté, mais je veux dire des startups par exemple promises à la mort, il ne prend pas. Bon, des startups promises à la mort, en fait de base, dans même le mindset, aucune idée, je pense, n'est promise à la mort. Dans le mindset, l'idée la plus sauve. Je parle de concret, je suis un journaliste. Ouais, je sais, mais vous pouvez rêver, vous l'entrepreneur, moi je suis un journaliste. C'est mon travail de rêver. Et donc le rêveur que je suis, donc dans l'idée, encore une fois, les porteurs d'idées, une idée peut sembler bizarre. Mais tout le monde est porteur d'idées d'un point de vue entrepreneurial. Il y en a maintenant qui ont pu avancer avec du concret et d'autres qui en sont encore à l'étape théorique. Il y a des gens qui ont le mentor en entrepreneuriat que je suis, c'est aussi que il y a des gens qui sont qualifiés pour évaluer une idée. Savoir est-ce qu'une idée attaque une cible bien précise, est-ce qu'elle résout un problème bien précis pour cette cible, est-ce qu'elle est monétisable, est-ce qu'elle est viable, est-ce que. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire justement? Je suis bien entendu ce que vous dites avec tous ces disons ces incubateurs qui accompagnent avec leurs brillants experts qui évaluent, voire un peu le risque, mais
normalement, si tout va bien, en entrepreneuriat, on doit avoir une idée folle qui va dribbler tout le monde, à laquelle personne ne croyait. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est l'imprévisible. Oui, c'est l'imprévisible, mais aussi ça peut être le tout banal qui fait son chemin. Mais justement, c'est ce que je veux dire. Bah oui, c'est l'imprévisible, c'est le génie, il faut dire la vérité quelque part. C'est apporter la nouvelle chose, c'est changer le monde un peu à son échelle. C'est changer le monde à son échelle, c'est changer les habitudes de vie d'une communauté, d'une certaine masse cible. Effectivement, c'est cela. Et pour cela, il faut apporter une solution qui leur convienne, leur proposer de la manière qui leur convienne, avec un prix qui leur convienne et effectivement arriver à faire de l'argent dessus de la manière la plus convenable possible. Amadou Pouy, merci beaucoup. Je vous remercie Ousmane, c'était un plaisir. Merci d'avoir été encore une fois notre invité ce dimanche sur iRadio, diplômé en maths et info de l'université de Caen, Basse-Normandie en France. Vous avez travaillé là-bas pour quelque temps avant de revenir au Sénégal, mettre en place votre propre start-up et vous êtes expert principalement en marketing digital. Merci très chers amis auditeurs d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Excellent dimanche et excellente semaine.